Tu es le méchant. Dans le jeu vidéo, je tire sur toi. Il m'a dit, bah ouais, sauf que moi, j'aime comme toi. J'ai une famille, j'ai des amis, finalement, on est foutu pareil. Pour moi, l'aventure, c'est avant tout l'inconnu. C'est-à-dire que c'est pas forcément aller loin, c'est pas forcément aller dans quelque chose de difficile, c'est aller dans quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. En fait, faut arrêter de se dire que c'est pas le bon moment, c'est jamais le bon moment, c'est pas un problème de pognon. Tous les gens que je connais sur la route n'ont pas une thune. Dans l'Utah, c'est Arch National Park, et là, c'est exceptionnel. Grosso modo, c'est comme si tu roulais dans le Grand Canyon. Et là, t'es là et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, c'est exceptionnel, personne n'a accès à ça. Coût total de l'opération pour moi, 60 balles. Et une bonne semaine passée sur place. Tu veux vraiment changer les choses? Non. Tu lâches pas ta petite pièce à un gamin qui a des mouches dans les yeux, tu vois. Non, tu passes du temps et puis tu essayes de faire un truc où là, tu te dis, un gars, c'est toute sa famille, où sa vie va changer pendant un moment. Magnifique. On sent qu'il y a de l'expérience. Ah oui, mais moi, j'ai fait un BTS clap. Non, mais je sais que tu es passé l'année dernière sur Rider Radio, c'est pour ça, je sens que le clap Ouais, est super bien fait. ça y est, bah maintenant, je suis un professionnel du clap, on peut le dire. Je vais me reconvertir que là-dedans, d'ailleurs. Tu devrais. Je vais arrêter la moto et toutes ces conneries là. Je te souhaite la bienvenue sur Rider Radio, Bah oui. nouvelle fois, parce que c'est la deuxième fois qu'on se rencontre et que tu vas nous parler de belles histoires de voyage moto, d'aventure. Et moi, je suis très content parce que justement, pour parler d'aventure, il y a rien de mieux que Captain Morgan avec nous. Bon, bah, ça, c'est gentil, ça. On est au S2R, donc grâce à eux, on se rencontre de nouveau. Rider Radio, c'est un podcast. On va pouvoir t'écouter après sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, etc. Et donc, comme je le disais, ouais, je suis très, très content. Et tu sais qu'il y a une question qui est très, très importante pour Rider Radio, c'est pour toi, quelle est ta définition de l'aventure? Pour moi, l'aventure, c'est avant tout l'inconnu. C'est-à-dire que c'est pas forcément aller loin, c'est pas forcément aller dans quelque chose de difficile, c'est aller dans quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. C'est pour ça que je dis souvent d'ailleurs que l'aventure, c'est de plus en plus difficile à trouver parce qu'aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, entre internet, entre les connards comme moi qui montrent à quoi ressemble, la planète, bah, finalement, c'est vrai que du coup, quand tu voyages, tu sais un peu à quoi t'attendre. Et vraiment, mes premiers voyages, par exemple, c'était complètement l'aventure parce que j'avais pas la moindre idée de ce que j'allais voir, là-bas, quoi, tu vois? Alors à l'époque où il fallait prendre encore, des guides papier, qui te disent: «Ah bah, là-bas, tu as un petit endroit pour manger et tout», c'était dingue. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, tu scrolles et hop, tu sais tout à l'avance, quoi. Donc pour moi, l'aventure, c'est vraiment cette dimension d'inconnu. Est-ce que dans cette définition d'être, dans l'inconnu, j'ai une partie de la réponse, mais est-ce que toi, tu te sens aventurier? Et ben non. OK. Moi, pour moi, je suis pas aventurier. Moi, je C'est suis peut-être un les autres qui te définissent comme aventurier. oui! Toi, personnellement, tu te sens pas Non. aventurier? Moi, je suis, voyageur, heu, je me sens pas non, je me sens pas spécialement aventurier parce que pour moi, tu vois, un aventurier, c'est un mec genre, c'est un Indiana Jones, tu vois? Genre, c'est quelqu'un qui vit des trucs au péril de sa vie. Moi, si au bout d'un moment, je suis vraiment trop gonflé, je prends l'avion et je rentre, quoi, tu vois? Ouais. Moi, j'ai une fascination pour le voyage d'un point de vue culturel, donc rencontrer des gens. Déjà, je pars du principe qu'à partir du moment qu'il y a des êtres humains là où on va, c'est pas risqué, c'est pas dangereux, tu vois? L'aventurier, ça va être si tu as envie de te traverser, le pôle Nord en solitaire, bon, bah, là, ouais, Pourtant, il y a des gens qui pensent que l'être humain est dangereux ailleurs. beh, qu'il le pense. C'est pas la réponse à ça, c'est d'aller voyager pour se rendre compte que c'est pas si dangereux que ça. Une fois, j'étais avec un Pakistanais, bah, d'ailleurs, c'était dans ma série, j'avais filmé ce truc-là et le Pakistanais, il m'avait dit: «Regarde, j'ai une tête de méchant». Le type, il ressemblait au commandant Massoud, tu vois? Il ressemblait un peu à moitié à Ben Laden aussi, donc je lui dis: «Ouais, tu as une tête de méchant, normalement, ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant». En Occident, ça, c'est Ah méchant. ouais, ça, c'est méchant. Toi, tu es le méchant. Dans le jeu vidéo, je tire sur toi, si tu veux. Tu vois? Il m'a dit: «Bah ouais, sauf que moi, eh ben, j'aime comme toi. J'ai une famille, j'ai des amis, finalement, on est foutus pareil. On a 2 bras, 2 jambes, on a les mêmes, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, mais on a les mêmes choses qui vont nous faire réagir, qui vont nous faire, triguer», tu vois? Donc non, enfin, tu peux avoir des situations de péril partout, mais les gens sont pas spécialement méchants. Tu vas en Nigeria, bon, bah, Nigeria, c'est un pays où il y a des kidnappings de masse et cetera. Bon, bah, je suis allé au Nigeria, moi, j'ai surtout rencontré des gens qui m'ont invité à bouffer, quoi. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, grâce à ce podcast, je rencontre beaucoup de gens comme toi, et il m'a dit: «Les voyages m'ont plus réconforté dans l'humanité que l'inverse». Ah oui, totalement, mais totalement. Je pense que de toute façon, de façon implicite, tu sais, les gens, ils disent souvent: «Les Français, ils sont pas cool, ils sont» non, mais c'est pas ça. C'est que quand tu es français, tu es chez toi. Je pense que de façon générale, il y a un truc qui fait que
on a envie d'aider l'étranger, on a envie d'aider le voyageur. Le mec qui n'est pas chez lui, on dit: «Attends, lui, il a pas les armes, il est dans la merde», tu vois? Alors moi, je suis parisien, quand je suis pas aux 4 coins du monde. Quand je vois un touriste qui est un peu paumé et qui est en train de son truc, je lui demande, je fais: «Tu cherches quoi?» Tu vois? Genre ça paraît rien. Bon, un parisien, je vais pas commencer à lui demander: «Tu cherches quoi?» Je vais commencer à lui dire: «Casse-toi de ma route, connard», parce qu'on est parisien, on est entre nous, donc on est Le voyageur, intimement, il est, ouvert aux autres en tant que voyageur, mais c'est vrai que le local, il a envie d'aider les voyageurs. Ça, c'est vrai. mais oui, parce qu'en plus, en tant que voyageur, déjà, tu t'ouvres au local. Donc déjà, tu sais, tu as une posture, tu as un truc où tu montres que tu es, dans une position où tu veux partager, tu veux, discuter, tu veux et c'est qu'aussi le local, ça le fascine de voir quelqu'un qui vient de loin. Historiquement parlant, les mecs qui étaient, nous au Maroc, on a un gars qui s'appelait Ibn Battuta, c'est le Marco Polo marocain. Il a fait plus de 100 000 kilomètres à pied et en gros, le gars, son boulot, c'était d'aller dans les cours royales et de dire: «Regarde, dans tel pays, ça se passe comme ça la vie, dans tel pays, ça se passe comme ça». Le mec, en fait, c'était Wikipédia, si tu veux. Ouais. Mais le voyage, ça a toujours existé, c'est en nous, en fait. C'est des fois, on me demande, j'ai eu la chance de voyager aussi, mais d'où ça devient? Pourtant, ton père, ton grand-père, alors mon arrière-grand-père, est parti d'Inde jusqu'à Madagascar. Mon père est venu de Madagascar à la France, donc il y a une forme de «voyage» entre guillemets. Bien sûr. Mais dans l'ADN, tu l'expliques pas pourquoi moi, j'ai envie d'aller ici, j'ai envie d'aller à droite, j'ai envie d'aller découvrir l'Inde du Sud, j'ai envie d'aller au Sri Lanka, j'ai envie d'aller en Mongolie et je pense que dans notre ADN, génétiquement, le fait que l'être humain a toujours voyagé, on est là à vouloir voyager. Bah, en fait, c'est que dans l'ADN de l'être humain, il y a la curiosité. Alors après, tu peux la manifester de plein de façons. Il y en a, c'est par le voyage, d'autres, ça va être en, je sais pas, en faisant un programme nucléaire. Enfin, tu vois, genre, c'est chacun va avoir, Sûr? voilà, chacun va avoir son truc qui va le faire vibrer. Bon, bah, il y en a certains, c'est le voyage. Historiquement, les humains, ils viennent tous du même endroit et puis ils se sont répandus partout sur terre. Il y a pas un seul endroit où il y a pas des êtres humains. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as des gars, ils ont marché sur la banquise et ils se sont dit: «Franchement, là, c'est bien, hein». Tu vois? Bah, ils venaient bien de quelque part ces mecs-là, tu vois? Et puis ils sont devenus Inuits. Bon, et il y a d'autres, ils ont pris les Caraïbes. Chacun sa chance. Je connais mon choix. Voilà, chacun son choix, certains font les mauvais. On allait vachement vite, sur, et c'est ça que j'adore avec toi Morgane, c'est que dès qu'on parle d'aventure, tout de suite, on part dans tous les sens et ça, c'est trop bien. Mais il y a encore très peu de gens qui ne te connaissent pas, mais est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Et bah, du coup, je m'appelle, Morgan. Mon surnom, c'est Capitaine Morgan, sur les réseaux et Pourquoi, par exemple? hein? Pourquoi Captain Morgan, par exemple? Capitaine, bah, c'est tout simplement parce que il y a longtemps, je travaillais sur des bateaux et comme j'avais un look de pirate. Ah, c'est pas lié à l'alcool, en fait, ça avait rien à voir? Rien à voir. Tu as vu comment tu es cette personne? C'est que Ouais, j'attendais y a pas pas grand-chose de toi et y a pas pourtant tu m'as déçu. C'est quand même dingue ça, hein? Non, non, c'est juste je travaillais sur les bateaux et puis comme je ressemblais à un pirate et on travaillait dans le golfe d'Aden où il y avait plein de pirates, du coup, les mecs dans le bateau me surnommaient capitaine, capitaine Morgan parce que c'était un pirate le capitaine Morgan. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de me dire parce que on connaît plein d'histoires et en fait, on te remercie aussi pour ça parce qu'aujourd'hui, tu disais que c'est un à la fois, c'est un défaut de partager ce qu'on voit, mais dans un autre sens et c'est ce que fait ce podcast aussi, c'est partager ses aventures à travers le monde et toi, tu le fais et grâce à toi, on arrive à voir ce qui se passe aussi et des anecdotes de fous. Bon, j'en ai plein grâce à ta série, mais moi, j'aimerais bien connaître, cette genèse. Comment tu es arrivé à te dire un jour: «Je vais prendre une moto, je vais voyager» et même avant, est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tes parents, ta famille t'ont donné envie de faire ça? Comment c'est arrivé? Alors ouais, non, moi j'ai un cheat code en vrai, c'est que, mon père était, journaliste, c'était un grand reporter et il voyageait tout le temps. OK. Et moi j'aimais pas l'école, genre je n'allais pas à l'école. Voilà, tu me foutais à l'école, à la récré de 10 heures, j'étais dehors, tu vois? Et comme mon père s'en battait un peu les reins que j'aille à l'école ou pas, il était à dire: «Bon, bah, il va venir avec moi». Donc il m'a amené aux 4 coins du monde. Donc on a vécu en Sierra Leone, on a vécu en Inde, on est allé en Roumanie, on a vécu 1 an aux États-Unis, enfin tu vois? Genre Tu on étais bougeait tout le temps. Donc déjà très petit, j'avais ce programme où je me disais: «Beh, il y a pas de frontières. Là, tu peux aller partout». Genre tu peux aller partout. Il y a pas de en fait, tu sais, par exemple, il y a des gens, ils me disent: «Et c'est pas trop dur quand tu reviens en France?» Non, je m'en fous parce que je reviens, je repars. Enfin, tu vois, la vie est un éternel voyage. Genre, je compte pas un nombre de voyages. Quand on me dit: «Tu as fait combien de fois le tour du monde?» Je dis: «Bah, je sais pas, je m'amuse pas à compter. Ça commence quand, ça se termine quand, Ce que quoi». je veux dire, c'est pas la fin de quelque chose. Rentrer à la maison, c'est pas la fin de quelque chose. On sait qu'on va repartir. C'est comme quand tu demandes à un mec qui est blindé de tatouages: «Tu as combien de tatouages?»
Le gars, il en sait rien parce que non, il y en a 2 qui se touchent, il y en a un, tu vois? Genre c'est il en a modifié un, enfin voilà. Sur cette, sur ce fait que tu sois picousé depuis le jeune âge, ça t'a permis de penser que c'était, que c'était un monde ouvert, en fait. Oui. Mais c'est à quel moment que tu t'es dit que je vais utiliser cet outil d'exploration qui est la moto pour vivre ces voyages? Parce que toi, tu connaissais les voyages, j'imagine, bah, en avion avec ton père et cetera. Mais à quel moment tu t'es dit: «La Alors moto, c'est ce qu'il vous faut pour voyager»? non, la moto, c'est arrivé par hasard parce que la première fois que j'avais voyagé, j'étais sur un gros 4x4. Alors un vieux 4x4, hein, qui était une épave, le truc il Tu veux est dire l'itinérance, d'avancer, c'était le 4x4? ouais, ouais, bah, j'avais 18 ans et j'étais en train de traverser, l'Afrique en 4x4. Il est tombé en panne, je l'ai vendu en pièces détachées, enfin bref, c'est une Tu tout seul? histoire, j'étais tout seul, ouais et je suis tombé à Tombouctou sur une vieille, comment ça s'appelle, DR 650. Ouais. Et voilà, et j'avais commencé à rouler avec la DR 650 et je me disais: «Bah, tiens, finalement, avec, la moto, ça passe aussi bien». Au début, ça me faisait flipper parce que je me disais: «Ah, mais où est-ce que je vais ranger mon bordel? Et puis alors la nuit, si j'ai envie de dormir et cetera». Et après, je me disais: «En même temps, le 4x4, il fait tellement chaud dedans que à chaque fois, je dors dehors, en fait». Genre, au début, je me disais: «Je vais dormir sur la banquette arrière du 4x4», mais à chaque fois, je dormais par terre dehors. Donc ça changeait pas grand-chose. Tu savais rouler à moto? Oui, oui, je Ouais, savais faire de la moto. tu savais faire de la moto déjà? Ouais, je fais de la moto Mais depuis tu avais que pas je de suis gamin. moto, tu voyageais pas avec, voilà. Si, j'avais une Suzuki Bandy à la maison, OK. voilà. Mais c'est à Tombouctou que tu te dis: «Tiens, je vais voyager à moto», quoi. Bah, c'est parce que j'avais besoin d'un véhicule et que je suis tombé dessus par hasard, hein. Genre, À cause du problème à de cause du premier K4, mais comme j'aurais trouvé un Segway, j'aurais pris le Segway, tu vois? à Tombouctou, tu imagines? Ouais, à Tombouctou, là, c'est à Tombouctou-Dakar en Segway. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est les premiers tours de roue, de voyage, Bah, là, de c'était les tout, premiers tours de roue. Déjà, il y avait un gros souci, c'est que je savais pas où aller parce que moi, j'avais pas prévu de faire le tour d'Afrique. À la base, j'étais parti 2 semaines de la maison. Je suis rentré 2 ans plus tard. c'est dingue. Ouais. Ça a Comment pris comment ça se produit dans le cerveau? Ça, c'est déjà de se dire: «Je vais partir 2 semaines». Comment, on se le dit? Comment on l'imagine? Et à partir du moment où ça se passe, on se dit: «J'ai encore 2 ans devant moi», ou en tout cas, je mets pas de timing OK. sur ce voyage. Alors, en fait, c'est pas un tu le prévois pas. Tu sais, quand tu vis une aventure, quand tu vis un truc un peu vénère, c'est après coup, tu dis: «J'ai fait ça, là?» Bah, tu sais, en fait, en vrai, tu te le dis jamais, c'est les autres qui te disent: «Mais tu as fait ça?» Et là, tu dis: «Ah ouais, bah ouais», et petit à petit, ça fait beaucoup. Moi, à la base, j'avais ouvert un restaurant en France à 18 ans, à Chartres, bon, je me plaisais pas du tout, là-dedans. Je savais même pas pourquoi j'avais fait ça. Je me suis cassé au Maroc. Je me suis dit: «Vas-y, déjà, je vais me barrer, 2 semaines». J'avais pris un vieux 4x4, un vieux Prado, Ouais. et voilà, et je me perds et je me perds et je me perds. Je vais pas aller dans les détails parce que c'est assez long, mais à un moment, je suis au fin fond du Sahara. Il pleut, genre un orage, mais titanesque en pleine nuit. Moi, je suis assis à l'arrière du 4x4 avec le trunk là, la porte ouverte, quoi, et il y a une forme qui s'approche vers moi. Je dis: «Qu'est-ce que c'est?» Tu sais, je prends un coup de lumière avec la lampe torche, et là, il y a un mec qui s'approche et c'est un gars sur un dromadaire et un Sahraoui. Le mec, je commence à lui parler en arabe, le gars, il me répond en français. Je fais: «Ouais, ça va être plus facile, merci». Et le type, je lui dis, il me dit: «Qu'est-ce que tu cherches?» Je fais: «Je cherche la frontière», parce que je voulais voir la frontière avec le Maroc, tu vois? Enfin la frontière, maroco, Espagnol. mauritanienne. Et il me dit: «La frontière?» Je fais Il me regarde, il fait: «Ah, la frontière, c'est 300-400 kilomètres par là-bas». «Mais comment c'est possible? Le Maroc, il fait même pas 400 kilomètres de large». Ouais. Il me dit: «Comment ça, le Maroc? C'est la frontière avec le Mali?» Ah, mais tu avais passé «Ah le mais attends, je suis en Mauritanie là». Il me dit: «Oui». Je fais: «Bah, c'est où le Maroc?» Il me fait: «Le Maroc, c'est 300-400 kilomètres par là-bas». Je «Bon, vas-y». Et là, je me suis dit: «Foutu pour foutu», je suis jamais allé à Tombouctou. Ça faisait déjà, 10-15 jours que j'étais parti, donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais continuer, quoi». Et j'ai continué, la bagnole, elle est morte, en route. À l'époque, je te dis ça, c'était il y a presque 20 ans, hein. Les frontières étaient très, très, très poreuses, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il y avait pas de problème de terroristes, il y avait pas le problème de Boko Haram et tout, et c'était dingue parce que quand tu voyageais, les cartes, il y avait pas de smartphone. Il y avait pas de smartphone avec un GPS dessus. Et les GPS, fixes sur les bagnoles, il y en avait pas beaucoup non plus, tu vois? Donc si tu avais pas tes cartes Michelin que tu avais achetées en France et qu'il fallait les acheter en Afrique, soit tu les trouvais pas, ouais, soit, tu les payais une fortune, genre plus de 100 € la carte. c'est pas ouais, OK. Et en général, souvent, tu trouvais des mecs qui te filaient une carte qu'ils avaient dessinée.
Ils avaient copié, ils avaient calqué une carte Michelin. Tu parles de ça d'il y a 20 ans, tu imagines? Ouais, il y a juste 20 ans, c'est que dalle. Si vieux que ça, Mais ouais. non, il y a rien. En fait, le monde, il a été révolutionné par les téléphones portables. C'est pour ça que je te dis que l'aventure, ça devient quand même maintenant, c'est du voyage, ça devient une aventure personnelle, mais c'est pas une aventure genre: «Waouh, qu'est-ce qu'il a fait?» Genre aujourd'hui, tout le monde peut voyager. Genre c'est là avant quand même, fallait être serein. Quand moi, j'étais avec ma carte qui avait été dessinée par un mec qui habite dans la banlieue de Ouagadougou et qui m'a juré sur le Coran que c'était la bonne carte et qu'à la fin et en plus, pareil, comment tu calcules tes kilomètres? La preuve, tu étais en plein milieu de la Mauritanie, tu savais Ah pas. ouais, c'est que moi j'étais vraiment, avec le pouce à dire: «Bon OK, tous les X, j'ai fait 100 kilomètres», et tu vérifies sur ton compteur et là tu dis: «Et là je suis dans une ville» et tu regardes autour de toi et tu dis: «Ah bah non, je suis au milieu de la brousse». Mais comment aujourd'hui, par exemple, toi, tu arrives à vivre les mêmes émotions qu'il y a 20 ans? C'est pratiquement impossible. Ouais, en fait, tu cherches plus la même chose. Au début, tu cherches vraiment le wow effect. Ah, tu veux voir la savane avec et puis tu veux voir la montagne, alors tu veux voir le Machu Picchu, puis tu veux voir le Taj Mahal, tu veux voir les gros, les highlights. Puis après, au fur et à mesure, tu as envie de parler avec des gens. Alors d'abord, tu veux voir les tribus un peu what the fuck. Ah bah moi, je vais aller voir la tribu de ceux qui sont cannibales, au fond, tous les trucs qui buzzent en fait sur internet. Et puis après, au bout d'un moment, bah, tu arrives à un stade où tu vas de plus en plus dans le détail, dans le précis. Et maintenant, ce qui m'éclate, c'est quand je vois une vieille qui fait des bols et que je dis: «Putain, c'est ouf parce que sa façon de faire des bols, le village d'à côté, bah, c'est pas tout à fait pareil». Tu vois, c'est juste que tu resserres en fait parce que, Tu veux dire par le manque d'aventure à cause un peu de la technologie, tu t'es recentré vers les humains? non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, au début, tu cherches des trucs très impressionnants. OK, un gars qui on va faire une analogie, un mec qui s'y connaît en peinture. Tu vois, tu as un mec qui va regarder un tableau, il va voir le radeau de la Méduse, il va dire: «Ouais, c'est joli, il y a plein de trucs, en plus c'est grand et cetera» et un mec qui s'y connaît en peinture, lui, ce qu'il va trouver ouf, c'est le fait que les personnages, eh ben, ils soient pas détourés avant, enfin, tu vois, des détails, Va aller chercher plus en profondeur. voilà, c'est exactement ça le truc qui Et m'intéresse. je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'au bout d'un moment et on en parlait avec Doris tout à l'heure, qui à 83 ans, a traversé, l'Afrique de l'Ouest et qui disait qu'aujourd'hui, ce qui marque plus les voyageurs, c'est les rencontres. Bien sûr, C'est vraiment, cette petite mamita, au Pérou ou cette mama en plein milieu de l'Afrique. Je me rappelle de tes vidéos avec les mamas là où tu délires avec elles, avec les boubous et tout. Ah, tu vas t'en souvenir toute ta vie, contrairement peut-être à cette fameuse cascade qui était sans doute très, très jolie. alors moi, Ouais, faut pas me parler des cascades, il y a rien qui me gaffe plus qu'une cascade. Quand les gens disent: «Ah, on va voir la cascade», je fais: «Mais ta gueule, c'est de l'eau qui tombe avec des cailloux autour». Ah ça, à part à la limite en Islande parce que histoire d'eux, ils ont foutu 4-5 d'affilée avec un arc-en-ciel, ça fait ouais, tout dans le joli. ouais. Mais les cascades, je m'en bats les steaks. Non mais tu vois? Il y a aussi autre chose, c'est qu'au bout d'un moment, enfin moi en tout cas, je voyage pour apprendre. C'est vraiment devenu un truc où je dis: «Qu'est-ce que je vais apprendre quand je vais aller là-bas?» Par exemple, il y a plein de gens, ils me disent: «Mais pourquoi tu es pas allé dans genre tous les pays du monde?» Je suis allé dans plus de 140 pays, entre 140, 150. Je dis: «Bah, il y a plein de pays, en vrai, c'est une île perdue dans le Pacifique, je vais pas me taper 15 avions juste pour dire que je l'ai fait. Qu'est-ce que je vais apprendre là-bas?» Quand tu dis apprendre, c'est rechercher de la culture. Rechercher de la culture d'enrichissement personnel, la culture, personnelle. Tu vois? L'Inde. Je suis allé 4 fois en Inde. Je déteste l'Inde. Je n'aime pas ce pays. Je n'aime pas ce pays. Je n'aime pas l'Inde. Je n'aime pas l'Inde. Tu y allais 4 fois quand même? J'y suis allé 4 fois, hein. Je n'aime pas l'Inde. La religion hindoue, c'est pas une religion que j'aime particulièrement. La bouffe indienne, je suis pas spécialement fan et puis alors même les Indiens en Inde, ils ont le don de me gaver. Toi, tu es quelqu'un de formidable, mais voilà. Français moi monsieur, je suis Mais toi, tu es français, toi. français moi C'est monsieur. vrai. Mais toujours est-il que pourquoi j'y suis allé 4 fois? Parce qu'en fait, je m'en fous d'aimer ou de pas aimer. L'Inde est passionnante. C'est passionnant. Tu vois? C'est vraiment, c'est genre tu y vas, la religion hindoue, je n'aime pas parce que, je trouve que du coup, ça ne met pas l'homme au centre. Certes, mais c'est passionnant parce que ça n'a rien à voir avec, nous, qu'on soit catho, juif ou musulman ou même athée, on vit dans ce monde judéo-chrétien où l'homme est sacré. Et là, tu vis dans une société où l'homme n'est pas sacré. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas à un endroit pour aussi, te dire ces sentiments-là que tu as. Oui, Parce qu'en fait, de dire que tu aimes pas l'Inde au fond de ton canapé, ça n'a pas de ça sens. n'a pas de sens. Alors que d'y aller et de faire ton propre avis, c'est intéressant. Bien sûr et surtout, c'est qu'en plus, j'y retourne parce que moi, je fais vraiment une dichotomie entre: «Attends, j'aime pas certes, mais j'aime pas parce que je me fais chier là-bas ou j'aime pas parce que, bah, j'en ai marre, il y a du bruit, il y a nanana». Bah, non, en fait, j'aime pas parce que, il y a du bruit, nin nin, mais par contre, c'est passionnant et en fait,
moi, je suis pas en fait, je suis à un stade où je m'en fous d'aimer ou de pas aimer un endroit quand je voyage. À chaque fois, c'est est-ce qu'il m'intéresse, tu vois? Va Heu, te Est-ce qu'il va te créer des émotions dans qui va te l'effet créer des émotions. contraire, dans l'effet négatif que dans l'effet positif? Oui, Quand tu vas dans le Old Delhi, par exemple, je connais, un peu l'Inde. oui, Heu, c'est incroyable le Tu délire. vas Old Delhi, mais tu vois des choses que tu as pas envie de voir. Ah bah, c'est 10 fois par seconde. Tu as pas envie de voir, mais en fait Tu sens des choses que tu as pas envie de sentir, tu entends des choses que tu as pas envie d'entendre. Tous mais tes sens sont, moi, agressés. j'arrive à te le raconter parce que c'est racontable, parce que c'est quelque chose. Mmh. Quelque chose de plat, je vais pas donner d'exemple, mais quelque chose de plat, c'est pas racontable, donc ça t'a Bah, pas oui. créé d'émotion. En fait, tu vas sur une plage Faut y aller. paradisiaque, au bout d'un moment, une fois que tu as dit: «Bon, c'est beau, c'est magnifique, le sable, il était blanc, c'était azur». Moi, quand j'arrive, je fais: «Eh bah, c'est bien. Bon, on se casse?» Tu vois? Je reviens à on a fait une petite digression qui est hyper intéressante et c'est ça, ce que je te disais, c'est pour ça que j'adore beaucoup parler avec toi. On revient sur ces fameux 18 ans, tu trouves le DR 650. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu partais sur 2 ans et après Non, non, la je me suite, suis quoi? pas dit que je partais sur rien, je me suis dit: «Je continue». En fait, je me suis dit: «Bah, je continue jusqu'à l'étape d'après». Je continue de rouler, je me dis que je vais aller jusqu'au Burkina Faso. Pourquoi je suis pas allé au Burkina Faso à ce moment-là? Je crois que le DR est mort, en fait. J'ai dû tuer le DR, je sais plus comment. J'ai fait de la merde parce que je sais qu'au bout d'un moment, je me retrouve dans une Toyota Corolla qui est plus vieille que moi, donc que je me suis fait racketter après au Liberia, donc tu vois, j'ai vraiment fait un demi-tour, je suis parti dans l'autre direction. Non, aussi, je me souviens qu'il y avait des problèmes de sécurité au Burkina Faso, j'avais fait un demi-tour, j'étais avec la moto, j'avais pas de casque. J'avais rien, tu vois? Mes fringues étaient dans un sac à dos qui était sanglé à l'arrière de la moto, les sangles qui s'étaient pris dans la roue, du coup le sac était déchiré. Je ressens en fait, les Africains n'osaient pas me demander d'argent. Ils me demandaient si j'avais pas besoin d'aide, si tu veux. Donc quand tu vois un blanc qui débarque et que les Africains le regardent en disant: «Ah mais le pouilleux», Ouais, ouais, ouais. tu vois? Ils Il y disent: avait «Tu un besoin de quelque certain honneur. chose? Ouais, Tu es bien, ça va? Tu cherches la direction de l'Europe peut-être?» ouais. Tu vois? «On connaît un passeur, il peut peut-être te faire y aller». Enfin, tu vois? Non mais les non, non, c'était et puis surtout, j'avais 18 piges, donc j'avais une gueule, je ressemblais à un petit garçon, quoi, tu vois? C'était il y a 20 ans, c'était il y a 20 ans! Et c'est là où les voyages sont assez dingues. Quand tu parles à Anne-France d'Hauteville qui a vécu des voyages dans les années 70, elle a une mémoire des noms, des villes, mais d'une précision qui est incroyable parce que les voyages, ça marque, en fait. En fait, ça m'a tu sais, c'est très drôle, il y a un chiffre qui existe. Ton âge médian, en termes de souvenirs, c'est 17 ans. OK. La plupart des gens ont autant de souvenirs de leurs 0 à leurs 17 ans que de leurs 17 ans jusqu'à leur mort. Parce que toutes les choses qui t'impactent dans ta vie, enfin la plupart des choses, c'est avant tes 17 ans. Ce chiffre est terrifiant parce que ça veut dire que grosso modo, passé tes 17 ans, ta vie, c'est un peu un truc où ça ronronne et où tu as plus souvent un. Alors tu vas te souvenir de ah bah, comment j'ai rencontré ma femme, voilà, la première fois qu'on a ken, la première fois que l'enfant est sorti, C'est sûr que etc. tu dire ça. Et encore, la première fois qu'on a ken, si tu bourré, tu t'en souviens même pas, tu vois. Donc, quand tu voyages et quand tu voyages beaucoup, mais moi, mes souvenirs d'avant 17 ans, mais j'en ai pas tant que ça. J'ai 1000 fois plus de souvenirs sur, tel voyage, tel voyage, tel voyage. Parce que tu es une, souvenir factory, tu vois? Tu reviens en France après un gros voyage, il y a un truc qui est terrifiant et que j'ai à chaque fois avec mes potes, c'est: «Bon et alors vous?» Parce que tu sais, tu monopolises un peu la conversation. Au bout d'un moment, tu t'en rends compte que ça fait 3 plombes que tu parles et puis tu dis: «Bon, bah, attends, on parle que de moi et vous?» Puis eux, ils sont là: «Bon, Ouais. comme d'hab». Ils arrivent à s'intéresser, à tes voyages? Parce que moi, j'ai remarqué avec, différents voyageurs et ça m'est arrivé, après avoir fait un «tour du monde» entre guillemets, je suis revenu et vu que ces personnes n'avaient pas bougé dans leur quotidien, ils avaient pas les questions, en fait. Non, exactement. En fait, ce qui est très drôle, c'est que les gens que t'intéressent le plus, c'est des gens que tu connais absolument pas, mais qui partagent parce qu'en fait, faut pas croire que le voyage, ce soit quelque chose d'universel. Le voyage, c'est une passion. Il y en a, c'est le tennis, d'autres, c'est la planche à voile. Bonjour. Et d'autres, c'est le voyage. Heu, Si quelqu'un arrive et te parle de tennis et que toi, tu t'en fous du tennis, tu vas pas le relancer. Tu auras pas les questions, Et il y a exact. plein de gens, ils pensent que le voyage, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Mais non, il y a plein de gens, ils s'en foutent. Donc, tu vois, par exemple, une fois, j'avais parlé avec une meuf, de mon trip en Afrique et elle m'a dit: «Ah ouais, c'est comme moi, une fois, je suis allé à Bali». Ouais, Et elle m'a parlé de ses vacances de 2 semaines à Bali. Et moi, je lui ai dit: «Non, moi, je te parle d'un trip de 2 ans en Afrique où j'ai traversé tout un continent», tu vois? rien à voir. C'est pas comme toi, ça n'a rien à voir.
Mais c'est qu'en fait, c'est le seul point de repère, qu'elle avait. Alors que les gens que je connais pas, qui me suivent sur les réseaux sociaux, sont des gens qui, ils ont le choix de ne pas me suivre. Ouais. Mais mes amis, bon, bah, les pauvres, ils sont amis avec moi parce que ça fait 20 ans qu'on est amis, ou plus pour certains, donc ils ont pas trop le choix. Donc finalement, la partie voyage, ils s'en foutent. Ils disent: «Bah, ouais, Mais tu sais que ça peut faire écho à plein de mecs qui ont voyagé et qui sont revenus et qui ont été déçus de leurs potes qui leur ont pas posé de questions. mais faut Tu pas être déçu de Oui, tes mais moi, potes». tu vois, Ouais, ouais, mais je sais. j'étais le 1er, je dis: «Putain, mais les mecs, ils me posent pas de questions, en fait». Mais oui, mais c'est en fait, faut pas être déçu de tes potes parce que déjà, en plus, à l'ère des réseaux sociaux, ils l'ont vu en direct ton truc et qu'en fait, tu pas pote avec eux pour les voyages. Bien sûr. Tu pote avec eux parce que j'en sais rien, parce que vous aimez, les mêmes trucs, les mêmes machins, tu vois? Moi, mais j'en ai un seul de pote qui fait de la moto. Donc Mais tu sais que j'ai lu un article qui expliquait ça. C'est un syndrome, c'est un nom, un truc. Le syndrome du voyageur qui revient, tu sais, mmh. il y a un truc, je me rappelle Ils plus. se sont vraiment pété une jambe sur le nom du syndrome, hein. Et en fait, en lisant ça, je me suis rendu compte qu'en effet, je devais pas leur en vouloir, tu vois? C'était normal. Non, oui. Et ce que tu viens d'expliquer, c'est exactement ça. Mais oui, bah, je me souviens quand j'ai écrit cet article d'ailleurs sur ce syndrome. Je reviens sur ce voyage en Afrique. Qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi la suite de tes voyages? Tu reviens en France, ça y est, tu picousé au voyage à moto, tu as envie de repartir, c'est quoi la suite? Non, mais attends, là, ce voyage en Afrique, ce que je t'ai raconté, c'est à peine les 3 4 premiers mois. Ce voyage en Afrique et après j'ai traversé toute l'Afrique. Je me suis fait arrêter par un seigneur de guerre au Libéria, ils m'ont tout volé. Mais non, Ce seigneur de guerre que j'ai retrouvé là dans mon dernier, road trip, que j'ai filmé, que j'ai interviewé. c'est pas vrai. Ouais, ouais, 20 ans après, je retombe sur le mec, il est devenu pasteur évangéliste, Tu as maintenant. rendu les affaires du coup? Hein? Il peut se repentir et tu as rendu les affaires? Non, non, il m'a pas rendu les affaires, mais voilà, il a rendu sa dignité. Il m'a parlé de Dieu pendant 3 plombes. Je lui ai dit: «Mais parce qu'avant, tu étais quand même cannibale». Cet homme était cannibale, il mangeait de la chair humaine, quoi. Je fais: «Ton rapport à Dieu là-dedans?» Il fait: «Ah non, mais Dieu et pardon». Je fais: «Bah, j'espère mon con, parce que là, tu Tu allé un peu non, j'ai traversé, ouais, tout le continent africain, puis après, l'Asie du Sud-Est, donc ça a duré 2 ans comme ah mais ça. d'accord, donc en fait, ouais, après l'Afrique, tu as continué. Ah, j'ai OK, continué en Asie, en Amérique, j'ai fini, aux États-Unis, OK. et puis à un moment, j'étais au Mexique, j'étais épuisé et à l'époque, il y avait pas les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ma daronne, elle entendait ma voix tous les 4 mois, quoi, tu vois? Genre, en gros, Facebook est arrivé sur la fin de ce road trip. OK. Genre, il y avait personne n'avait des nouvelles de moi, personne n'avait des nouvelles de rien. J'ai pris l'avion, je suis arrivé en France, j'ai fait une pseudo école de cinéma, bon, à un moment, ils m'ont quand même demandé le bac et là, je me suis dit: «Bon, je vais pas réussir à bluffer pendant longtemps». J'ai fait un prêt étudiant pour me payer l'école. À la place de ça, j'ai acheté une GSX-R, j'ai continué de rouler. Puis là, j'ai senti que ça puait un peu trop pour mon cul et je suis reparti en Afrique, parce qu'à un moment, en Afrique, j'étais tombé sur un mec qui m'avait proposé du taf et je me suis dit: «Bah, je vais retourner voir ce mec» et voilà et je suis resté 4 ans, 4 ans en Afrique avec eux, quoi. Dans ces 2 ans, 4 ans, je sais que c'est une question difficile, mais si tu dois retenir vraiment des moments très importants, alors forcément le seigneur de guerre, c'est un moment important, négatif, mais des moments très, très forts que tu as vécu. Tu peux m'en citer plusieurs parce que j'imagine que c'est difficile d'en tirer qu'un, mais qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Tu veux dire quoi? Une anecdote d'un moment ou alors qu'est-ce que je retiens comme enseignement de tout ça? Ah, l'ensemble, ouais. Entre l'enseignement et les anecdotes, je pense qu'il peut faire des parallèles assez importants, ouais. Ouais. En gros, tiens, je vais te donner une anecdote qui derrière m'a enseigné quelque chose, je vais te donner 2 anecdotes qui m'ont enseigné la même chose. Quand j'étais au Togo, je tombe sur un mec, le mec il me dit, «Ah, j'ai la main brûlée». Je rien, je fais: «Bah oui, qu'est-ce que je m'en bats les couilles». Alors chacun ses problèmes. Il me dit: «Tu peux me déposer chez moi en voiture?» Ouais, j'ai pas de voiture. Il me dit: «Oui, moi j'en ai une, mais comme j'ai la main brûlée, je peux pas conduire». Il me dit: «C'est à 40 kilomètres». À l'époque, j'avais pas saisi que 40 kilomètres, c'est 3 heures de route, si tu veux. Je vais chez lui, à la fin, j'ai vécu, 6 ou 7 mois chez lui, tu vois? Et en fait, chez lui, c'était un temple vaudou. OK. Enfin, un couvent, ça s'appelle, un couvent vaudou. Son père était, le grand maître vaudou des Viosso, voilà, c'est une divinité vaudou et bah, du coup, j'ai passé, 7 mois, dans un univers vaudou, à voir, vraiment toutes les cérémonies vaudou et cetera et c'était drôle parce qu'à chaque fois que je sortais une ref, les mecs l'avaient pas. Je parlais des acteurs, oh, ils connaissaient pas. Brad Pitt, jamais entendu parler, tu vois? Genre des mecs, comme ça où tu dis: «Tout le monde le connaît». Heu Quand tu parlais même des figures religieuses chrétiennes assez universelles, non, ils les avaient pas parce que leur religion, c'est le vaudou, tu vois?
Et donc, bah, ils m'ont inculqué le vaudou, genre, encore aujourd'hui, j'ai toujours mes gris-gris, sur moi, tu vois? Et ils m'ont dit: «Non, ça te protégera, c'est bon pour ce que tu as». Je fais: «C'est bien». Donc là, j'avais ça et je me disais: «Putain, il y a un univers là». Quand j'étais en Chine, pareil. Tu es en Chine, tu visites, la cité impériale, genre c'est, exceptionnel, tu vois? Bon, on va faire une expérience. Qui a ordonné la construction de Versailles? Louis XIV, tu vois? Il connaît mieux l'école que Ah toi. non, ça c'est sûr, hein. D'accord. Par contre, là, si je demande qui a ordonné la construction de la cité impériale en Chine, qui est 1000 fois plus grand que Versailles, qui est plus imposant, qui est plus vieux, personne dans le salon saura, à part peut-être le mec là-bas parce qu'il a un peu une gueule chelou. Mais personne saura. Et entre le vaudou et ça, en fait, j'ai un enseignement, c'est qu'il y a pas un monde, il y a des mondes. Nous, en tant qu'Européens, et vu qu'on a été, bah, la civilisation un peu dominante, depuis la révolution industrielle, on a l'impression que nous, grosso modo, on est au centre. Les films, ça parle de nous, les jeux vidéo, ça parle de nous, tu vois, les livres, ça parle de nous et les autres, ils gravitent autour de nous, puis surtout les autres, ils immigrent chez nous, alors que l'inverse n'est pas le cas. Donc en fait, tout le monde veut être comme nous. C'est ce qu'on a l'impression. C'est l'image qu'on a, ouais. C'est l'image qu'on a. Et quand tu voyages, je te dis: «En fait, il y a d'autres mondes et ils s'en battent complètement les steaks de nous, de notre culture, de notre tout ça. C'est pas du tout une fascination. Ils sont vaudous, ils sont, chinois, ils sont et eux pensent la même chose. Le mec vaudou, il se dit: «Non mais attends, c'est le vaudou. C'est ce qu'il y a de plus central dans l'univers». L'autre en Chine, il dit: «Mais attends, on est chinois, la cité impériale, c'est le truc le plus connu de l'univers». Et plus tu voyages, plus tu vois ça et tu te dis: «Beh non, en fait, on vit dans un monde parmi tant de mondes». C'est pour ça que c'est pour ça que je pense qu'un voyageur, il est incapable de s'arrêter. Parce qu'en fait, pareil, on me pose des fois la question, on fait: «Ouais, mais quand est-ce que tu en auras marre? C'est bon, là, tu en as fait une bonne partie, c'est bon, Mmh. tu peux te poser et tout». Mais en fait, souvent, je dis que je suis drogué parce qu'en fait, tu es drogué de découvertes, de rencontres, de senteurs, bonnes ou mauvaises, comme on disait. Tu as Bah, rencontré d'informations, d'informations, de savoir, de culture. de façon générale, de savoir. Et tu disais qu'il faut de l'expérience pour voyager. Au début, tu es halluciné par un paysage, mais après, petit à petit, tu vas aller chercher le détail parce que, bah, comme tu l'as dit un petit peu, tu te sens un peu blasé et cetera et tu vas toujours aller chercher ces fameux détails, ces fameux nouveaux mondes Mmh. pour, absorber tout ça. Et puis aussi, au bout d'un moment, tu vois, comme tu commences à avoir les clés, à comprendre, les endroits, comment ils sont et tout, tu arrêtes de faire des parallèles avec chez toi. Tu sais, on dit à chaque fois, compare l'incomparable et tout, tu vois? Genre, ben non, tu là, par exemple, j'ai fait l'Africa et Corrèze il y a pas longtemps. Heu, on quitte le Maroc, on arrive en Mauritanie. Bon, alors moi, je m'arrête, j'achète une puce, j'achète un truc, je négocie pendant 3 plombs avec le mec et cetera. Tous les pilotes avec qui je parlais, ils étaient effarés de la Mauritanie. Ils disaient: «Mais tu as vu comment les gens sont pauvres?» Et moi, tu sais, ça m'avait pas sauté aux yeux. Je fais: «Bah, ils sont pauvres, oui, bah, ils ont pas un iPhone 15, c'est sûr», mais ils disaient et tu sais, ça les touchait, ça leur faisait mal au cœur, tu vois? Et moi, je leur disais: «Mais attends, c'est pas la misère ça. C'est des gens, oui, bah, ils vivent dans une maison qui est un peu, ils vivent dans une maison qui est un peu pourrave et ils bon, bah, ils ont pas une Rolex, certes, mais ils ont à manger. Ils ont tous, une chèvre, 3 dromadaires pour avoir du lait». C'est pour moi, la misère, ça commence quand tu arrives plus à te nourrir, quand tu arrives plus à quand vraiment c'est quelque chose vraiment de voilà, de létal là, pour toi, tu vois? La misère, je l'ai pas vu dans beaucoup d'endroits en vrai. J'ai vu un peu au Congo, j'ai vu en Somalie, je l'ai vu dans quelques coins en Inde. C'est rare la misère de nos jours. Et là, les mecs, ça les touchait. Moi, je disais: «Non mais attends, tu sais, ces mecs-là, t'inquiète, hein, ils travaillent, ils gardent leurs troupeaux, ils vivent d'agriculture», tu vois? Ils sont pas en train de pleurer tous les jours, ils ont une femme, ils ont même plus que toi, ils en ont 4. Ça ça revient à notre monde et à la vision qu'on a des autres et surtout et tu le dis, tu l'as dit souvent et j'étais plutôt d'accord avec cette vision-là sur l'Afrique. On a tendance en tant qu'Européens blancs, Mmh. de se dire que vu qu'il a moins que nous, on se sent un peu, je ne dis pas à titre personnel, mais les gens se sentent un peu Oui. sauveurs dans Ah oui, non mais ça, le sauveur. alors que le berger, il a sa dignité, Non, mais il c'est a sa au-delà de la il a dignité, sa c'est famille. qu'en fait, il y a un moment, le berger, lui, il passe sa journée sous un arbre, sur son téléphone portable. En plus, maintenant, c'est très rigolo quand tu vois le berger en Afrique, il est sur son smartphone en train de scroll et du coin de l'œil, il check si ses 2 chèvres, eh ben, elles sont pas en train de, se faire la bourre. C'est ça sa vie. C'est-à-dire que l'Européen, moi, je pourrais très bien dire: «Putain, le mec, il doit se lever, à 7 heures et puis il est dans le métro et puis ça pue, puis il est comme ça, puis après il est stressé, puis il est sur son Excel, il a un prêt, il a peur de pas nourrir ses enfants et que ça». Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il
Il est pas à plaindre, bien sûr, il fait partie des gens les plus riches sur terre, mais c'est juste que les problématiques ne sont pas les mêmes, ça sert à rien de les comparer. C'est pas pour autant qu'il est plus heureux, c'est pas pour autant que l'autre est plus malheureux, c'est juste différent. Alors, bien sûr, tu vois, genre, quand tu te balades en Afrique, quand tu te balades en Asie centrale, par exemple, vu qu'ils sont moins au contact avec les Européens, Ouais. c'est très rigolo, ils sont moins dans la demande. Parce que l'Africain, en fait, il a compris au bout d'un moment. Tu vas dans les endroits touristiques, les gars, ils sont tous: «Tu sais, nous, on souffre, nin parce qu'il sait qu'il va se faire, 100 balles Il y a eu facile. du passage en Afrique. Alors que dans des coins pas touristiques, les mecs, ils te regardent, tu leur tends bise: «Pourquoi il veut me donner de Ouais. l'argent? Il m'a pris pourquoi?» Tu vas en Asie centrale, bah, les types, ils voient jamais de touristes, donc en fait, ils sont pas plus de blé qu'un Africain, hein. Ils vivent même beaucoup moins bien, parce qu'ils ont pas l'agriculture facile, eux. Ouais. Mais Oui, jamais de la vie, ils te demanderaient quoi que ce soit, jamais de la vie, ils vivent leur vie. Ils ont, et ça, c'est intéressant et en plus, tu l'avais très bien dit, c'est quelque chose que j'essaye à ma juste valeur d'inculquer aussi, c'est sur les enfants. mais ne pas donner à des enfants. Ouais. Ah bah, on n'est pas au zoo, hein. Et ça, c'est parfois difficile à faire comprendre à quelqu'un parce que je dis: «Mais attends, il faut quand même donner un coup de main et tout». Mais en fait, je trouve que les personnes font plus de mal qu'autre chose, en fait et ça, j'aimerais bien t'entendre. Nous, c'est, avec Authentic Atlas, maintenant, on organise des tours au Maroc. Premier jour où nos clients arrivent, on leur fait vraiment un TP de bonne conduite sur le Maroc. On leur dit: «Voilà, alors vous êtes pas au zoo, on va passer dans des régions qui, pour le coup, sont pauvres, où vous allez voir des gamins en haillons et tout». Les gamins, on ne leur donne rien. On leur donne rien pour plusieurs raisons. Déjà, à la seconde où on donne quelque chose à un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il rentre à la maison avec un peu de pognon, les parents, ils voudront plus qu'il aille à l'école. Bah, attends, si je le laisse au coin de la rue, il a de l'argent. À la fin, il grandit, il est jamais allé à l'école, il a aucune éducation, il y a pas de power up dans la famille, quoi. Deuxièmement, il y a le côté dignité humaine. Déjà, je demande aux gens: «Est-ce que vous voulez qu'un inconnu file du pognon ou quoi que ce soit à votre enfant?» Non? Bon, le faites pas aux autres. Dignité humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit Marocain ou le petit Sénégalais ou le petit ce que tu veux, ils doivent quoi dans la vie? Sa vie, c'est d'avoir un mindset où il prend les restes du blanc. C'est-à-dire qu'en fait, il grandit en se disant: Ça «Moi, je prends les miettes», au lieu de se dire: «Bah, moi, je vais fabriquer un gâteau et je vais vivre comme ça». Donc, tu vois, ça inculque quelque chose d'horrible et la troisième truc, c'est qu'en fait, le mec qui donne, il fait quoi? Il s'achète une bonne conscience? Il a pas sauvé l'Afrique, le gars. Tu as envie de sauver l'Afrique? Bon, bah, tu sais quoi? Tu donnes de ton temps. Voilà, exactement, tu donnes de ton d'accord. temps, tu y vas, tu travailles, tu montes un projet et tu essaies de faire un projet qui se pérennise et qui dépassera, le simple fait que tu sois là. Une fois, c'était en Zambie, sur Google. Incroyable, je vois jus de fruits frais, je suis au milieu de la brousse. Je me dis: «Mais c'est quoi ce délire?» Je prends la moto, je roule jusqu'au point et là, il y a une petite cabane avec un mec qui fait des jus de fruits et je lui dis: «Attends Pedro Pascal là, j'ai pas compris là, comment, qu'est-ce que tu fous avec un truc? Qui t'a fait ça? Comment c'est arrivé et tout?» Bah, le mec en voiture, il m'avait dit un jour, il était tombé sur une américaine parce qu'en gros là-bas, c'est facile. Quand tu es dans une région où il y a de l'avocat, tu as 200 mecs qui te vendent des avocats. Ouais, c'est vrai. Tu vas un peu plus loin, tu as 200 mecs qui te vendent des pamplemousses, tu vois? Et il y en a pas un seul qui dit: «Tiens, je vais aller ramener des pamplemousses là pour les vendre ici à côté des avocats», tu vois? Non, c'est et lui, en gros, l'américain, il lui a expliqué, il a passé du temps enfin l'américaine, elle avait passé du temps avec ce mec et elle lui a dit: «Attends, achète des produits un peu partout» et elle lui a dit: «Je vais te faire une page Google et tu vends Génial. des» et elle lui a expliqué, elle lui a dit: «Ça, les gens, ils vont aimer». Et Ouais. le type, il dit: «Mais les gens, ils vont pas venir» et elle lui a dit: «Bah si, parce que comme c'est rigolo que tu aies ce point et que tu vends un truc que vendent pas les autres». Elle y a passé 2 semaines, hein, avec le mec, hein, et elle lui a filé un peu de pognon. Elle lui a acheté un téléphone portable pour qu'il puisse être autonome, sur son truc. OK. Sauf que, du coup, le gars, maintenant, ça marche son truc. C'est génial Voilà. et tu as raison, c'est le temps. Faut passer du temps. Faut passer du temps avec les gens. C'est vrai que je ressors souvent cette phrase de Thierry Florec où on est là pas que pour consommer des kilomètres. Si tu as envie de faire quelque chose, il faut prendre le temps. J'ai monté une entreprise porcine au Congo. Ah ouais, j'avais entendu cette histoire. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. J'ai monté, genre au Congo, j'avais rencontré un mec. Le gars était brillant, il s'appelait Arnaud, il s'appelle toujours Arnaud. Le mec, une culture générale exceptionnelle. J'ai jamais vu ça. Et le type, il avait pas une thune, il gagnait 50 € par mois, le gars. On est dans l'Aliquala, c'est une région paumée, il y a rien là-bas, tu vois? C'est le nord du Congo. Heu et le type, il me dit: «Bah, ouais, il y a des Chinois qui exploitent le bois ici, moi j'aimerais bien, avoir des cochons et en gros leur vendre des cochons». Je fais: «Ah ouais?» Il fait: «Ah ouais, bah, si un cochon je l'achète 20 000, je le revends 100 000, tu vois, en CFA et tout ça». Il me fait tout son business model. Moi, je passe plusieurs jours avec Arnaud, il me fait découvrir la région et puis il me dit: «Il y a un village pygmée au fin fond de la forêt, là-bas par exemple, ils ont des cochons». Et moi je dis: «Bah, tu sais quoi Arnaud, j'aimerais bien voir des pygmées moi, parce que tu me dis tout le temps qu'ils ont des pouvoirs magiques et tout».
Heu, Arnaud, il me dit: «Bon, bah, vas-y, on y va». Je prends Arnaud derrière moi sur la moto, on y va. Tu remarqueras que vraiment, je prends sur moi pour ne pas faire l'accent africain quand je limite la voix d'Arnaud, tu vois? Ça, très bien. C'est voilà, c'est dur parce que moi, je suis comme ça normalement et donc on y va avec Arnaud et on voit des cochons et je lui fais la surprise. Je lui achète un petit couple de cochons. J'arrive à trouver un mec qui repasse des mois après et je lui prends de la bouffe et tout ça pour ses cochons. Des mois après, un mec passe chez Arnaud et le mec, il me fait un visio et il y a Arnaud qui me montre, qui me dit: «Morgane, Morgane, Morgane, regarde» et donc il avait appelé son cochon Morgane et la cochonne, il l'avait appelée Margot parce que du coup, c'était quand j'avais traversé avec Margot et Margot était enceinte. Donc il a pu commencer son truc Son élevage. et le mec qui était là-bas sur place, donc qui était un blanc, qui était un Français, je lui dis: «Écoute, file-lui 50 000 francs CFA pour qu'il achète un deuxième couple de cochons» et moi, le mec, je disais parce qu'Arnaud, il a pas de compte en banque. Je fais: «Et toi, tu vois, je te fais un virement». Coût total de l'opération pour moi, 60 balles. Par contre, Tu as changé quelque chose d'important. 60 balles et une bonne semaine passée sur place. Ouais. Parce qu'il faut le trouver, le village pygmée, il faut y aller, il faut dormir, il faut discoyer, il faut revenir, il faut ramener les cochons, faut donc finalement, 60 balles, on s'en fout des 60 balles, mais c'est la semaine. Donc, tu veux vraiment changer les choses? Non. Tu lâches pas ta petite pièce à un gamin, qui a des mouches dans les yeux, tu vois? Non, tu passes du temps et puis tu essayes de faire un truc où là, tu te dis: «Un gars, c'est toute sa famille, où sa vie va changer pendant un moment» Tout à fait d'accord. et ça fait Tout à plaisir et en plus, là, ça fait plaisir et ça fait ri et c'est rigolo. Et puis c'est périn, Oui, ça dure, ça dure. On va revenir un peu sur la moto. Je t'ai demandé tout à l'heure quels étaient les plus forts que tu aies vécus, en émotion, en culture et cetera. C'est quoi dans les voyages que tu as fait, le moment de ride où tu t'es dit: «Putain là, je me régale»? aux États-Unis, il y a une route qui est totalement interdite aux motos et en gros, c'est dans l'Utah, c'est Arch National Park et là, c'est exceptionnel. Grosso modo, c'est comme si tu roulais dans le Grand Canyon. OK? C'est dinguissime. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une petite route qui est à flanc de falaise, mais c'est une falaise qui fait des centaines de mètres de haut, tu vois? Peut-être la hauteur. Ah ouais, ouais, non, mais c'est titanesque et la route, elle est large comme le tapis, si tu veux et vraiment, tu vois, mais à perte de vue, c'est, tu dans Bibi et le coyote, tu vois? C'est vraiment les pitons rocheux, les trucs et là, tu es là et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Genre, c'est exceptionnel, personne n'a accès à ça, et nous, on savait pas que c'était interdit aux motos parce qu'à un moment, j'étais avec mon pote Max et on se disait: «Eh, en vrai, tu tombes en panne là, tu es dans la merde, hein». Puis là, je fais: «Ouais, mais tu tombes là, tu es dans la merde» et puis après, quand on sort de là, on voit un 4x4 qui dit: «Bah, qu'est-ce que vous faites là?» Je fais: «Bah, je sais pas, on se baladait, mais c'est interdit aux motos et les véhicules, ils doivent être avec une assistance». Il fait: «Ah ouais, ouais, ce serait plus prudent, hein, vous avez bien raison, ouais». Dans Arch National Park, c'était somptueux, ça s'appelle The White Rim, le nom de cette route. OK. Pour moi, c'est la plus belle route du monde. Tu as fait énormément de choses depuis l'âge de tes 18 ans. Je pense qu'il faudrait un podcast de 4h30 et encore, Genre, on serait même pas à la moitié. on aura une petite théière là. Ouais, c'est ça. Mais il faudrait qu'on se le fasse un jour, vraiment, ça serait énorme. Maintenant que tu as fait, une bonne partie de la planète, est-ce qu'il te reste des endroits où tu aimerais, aller me poser tes roues, quoi? J'aimerais en fait, j'ai des endroits que j'ai envie de refaire, D'accord? donc l'Amérique du Sud, notamment. J'aimerais bien aussi, me refaire tous les pays en Stan parce que je les avais pas fait à moto. Je les avais fait, à chaque fois en avion, tu vois, le Kirghizistan, je l'ai fait à cheval. Bah, maintenant, j'aimerais bien le faire, à moto, tu vois? Donc Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, ça, c'est vraiment j'ai grave, grave, grave envie d'y retourner. Et même l'Asie du Sud-Est, parce que pareil, l'Asie du Sud-Est, j'avais fait en petite 125, un peu pourri, Laos, Cambodge, Vietnam, tout ça. Bah là, j'ai envie d'y passer plus de temps. En fait, j'ai envie de tout refaire parce que quand tu refais un voyage des années après, c'est plus le même voyage. Tu redécouvres des choses, ouais. Tu redécouvres, le pays a changé, mais toi aussi, tu as changé. Et ce qui t'intéresse a changé. Quand j'avais traversé Non. l'Asie du Sud-Est, j'avais 25 ans. Donc moi, tout ce que je voulais, c'était me bourrer la gueule et trouver des meufs, quoi, tu vois. Maintenant, bon, non, oui, bon, j'ai pas beaucoup changé, en Ouais, fait. c'est ce que j'allais dire. Bon, C'est ce que j'allais dire. j'ai toujours 25 ans dans ma tête. On arrive un peu sur la fin du podcast. Qui aimerais-tu écouter sur le podcast? Un jour, tu es justement, en balade, en ride et tu es en train d'écouter Rider Radio et tu aimerais écouter quelqu'un en particulier? J'aimerais bien écouter Jean-Louis Schlesser. OK. Tu l'as déjà eu ou pas? Non, pas encore. Ah ouais, parce que lui, ce qui est, donc parce que il est taré, cet homme est con. C'est en fait, il est quand même à la tête, de l'Africa Eco Race, et on se dit: «Ouais, c'est quelqu'un de responsable et tout», mais pas du tout. Cet homme est complètement cintré, mais dans le bon sens du terme, tu vois? Genre, c'est, et
Tu as l'impression Concentré qu'il a pour toujours organiser un 16 truc ans, comme quoi. ça, ouais. Ah oui, oui, non, mais vraiment, bah, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu le vois avec son fils, tu dis: «Heureusement qu'il y a son fils pour le cadrer», quoi, tu vois? Et donc c'est exceptionnel et dès que je lui parle, je bois ses paroles, Sur toi il est pour exceptionnel. organiser un épisode, ouais, si tu as son contact et tout, ouais. Ah bah, ouais, ouais, bah, bien sûr que j'ai son contact, je vais te le filer et alors là, tu vas voir, tu vas dire: «Mais je suis tombé sur quoi comme truc, quoi?» Et il va te raconter des dingueries, mais comme s'il disait qu'il était acheté le pain, tu vois? Genre, Parfait, ouais. Il y a dans toute cette expérience que tu as vécue, heu, on a cette chance que tu partages ces moments-là. Mais, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui est justement en train de regarder ces vidéos et qui a envie de vivre ces moments-là, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour y aller? bah, d'y aller, en fait. En fait, faut arrêter de se dire que c'est pas le bon moment, c'est jamais le bon moment. C'est pas un problème de pognon. Parce que moi, l'excuse que j'entends tout le temps, c'est: «C'est un problème d'argent». Tous les gens que je connais sur la route n'ont pas une thune. «Ah mais ils font comment?» Et après quand je dis aux gens: «Mais attends, tu quoi? Tu possèdes quoi?» Je regarde le mec, je fais: «Tu vois, tu plein de choses, en fait. Genre, tu occidental, tu plein de choses, c'est pas un problème de pognon, tu peux voyager avec zéro. Moi, je connais un Suisse, et il est encore en train de traverser l'Afrique, ça fait 3 ans qu'il est là, il a 0 €, bah, il mange de la chèvre, hein, tous les jours. Donc si tu veux le faire, fais-le. Tu as le droit de ne pas vouloir le faire aussi. Ça, c'est un truc que je dis aux gens. Les gens qui veulent pas voyager et qui aiment regarder, mais faut pas avoir honte de ça, en fait. Sûr. Faut moi, je dis qu'il faut arrêter de mindsetter les gens, à tous leur dire de partir parce que c'est relou, parce que nous, après, on croise trop de gens sur la route. Mais si vraiment tu as envie, juste tu te casses. Tu as envie, tu vends tout, tu te casses. Tu dis: «Ah mais je fais quoi après?» Bah, après tu te poseras la question plus tard. Déjà, tu seras plus la même personne. Tu auras d'autres envies à ce Carrément, moment-là. carrément. Donc tu as envie, tu te casses. Voilà, tu dis au revoir à tout le monde, tu vends tes gosses, tu vends ta maison et tu te barres. Merci Captain. C'était un très, très bon moment comme d'habitude. J'ai Non, pris bah, merci à toi. vraiment beaucoup de Comme plaisir à d'hab. parler de voyage. Vous pouvez applaudir Captain Morgan parce que, vraiment en termes d'expérience, on est sur quelque chose là. On va retrouver cet épisode, cette fois-ci les 2 épisodes peut-être en un, heu, sur YouTube, Spotify et Deezer et sur toutes les belles plateformes de streaming. Donc, merci encore Bah, merci à toi. et continue comme ça. À bientôt. Au revoir. Merci mec.